très peu de prêts aux entreprises ou aux familles iraniennes, parce que l'économie fonctionne avec un minimum de crédit, et certainement un minimum de dette extérieure, puisque personne ne lui prête. Personne ne peut vraiment se permettre d'emprunter sans avoir accès au marché. Le seul changement financier que nous avons observé est intervenu après le protocole d'accord. L'Iran a alors pu recommencer à exporter son pétrole. Cela lui a rapporté énormément d'argent, lui permettant de reconstituer ses réserves et de stabiliser le taux de change de sa monnaie, le rial. Semfora is a step towards. So that it didn't collapse. Well, the pressure is all on the exchange rate of the West. Eh bien, toute la pression repose sur le taux de change de l'Occident. Et comme Richard le souligne, non seulement le taux de change du Japon est tombé à son plus bas niveau depuis 40 ans, mais la première ministre, Takaichi, refuse d'augmenter les taux d'intérêt pour empêcher la monnaie de baisser davantage. Alors, que se passe-t-il? Bessène a dit: eh bien, ne vendez pas vos bons du Trésor, vos 1200 milliards de dollars de bons du Trésor et autres titres, parce que ça ferait monter nos taux d'intérêt. Donc, au lieu de vendre ces obligations pour faire monter nos taux d'intérêt, pourquoi ne pas nous emprunter cet argent? On fera un swap. Et c'est le même genre de swap qu'il a conclu avec les Émirats, il y a un mois environ. Les États-Unis diront: eh bien, vous savez, faites ce que font les banques américaines. Transférez vos bons du Trésor en dépôt sur le compte de la Réserve fédérale. Nous les conserverons pour vous et nous effectuerons un échange contre un montant équivalent en dollars. Vous pourrez dépenser ces dollars sur les marchés d'échange pour soutenir la monnaie. La monnaie japonaise a donc bien augmenté durant les derniers jours de juillet, passant d'environ 165 yens pour un dollar à 155 yens pour un dollar. Mais maintenant, tout cela a été dissipé. Maintenant a descendu vers 160 yens. Tout a disparu. Mais le Trésor détient toujours ses yens sur le Japon. Et il paraît assez évident qu'à mesure que les prix du pétrole montent, le Japon et d'autres pays dans le monde, de l'Asie au Sud global, vont connaître d'importants déficits de balance des paiements, comme le Japon en a connu. Mais que vont-ils faire? Ils vont devoir relever leur taux d'intérêt ou laisser leur monnaie se déprécier. Et si leur monnaie se déprécie, cela veut dire que, puisque le commerce mondial des produits manufacturés, de la nourriture, du cuivre, de tout, des engrais, est libellé en dollars, ils vont devoir payer des prix intérieurs bien plus élevés. Il y aura donc une inflation générale des prix due à la hausse des prix du pétrole et non à une surchauffe de l'économie. Et cela va les mettre sous pression. Alors, qui va vraiment être mis sous pression dans tout ça? Et comment ces pays vont-ils s'en sortir s'ils concluent des accords de swap avec les États-Unis? Cela donne aux États-Unis le même pouvoir d'étranglement, le même contrôle sur eux, en disant: bon, nous allons échanger des dollars contre les monnaies de nos pays alliés. Mais vous savez, si des pays africains, ou peu importe, des pays asiatiques veulent emprunter, ils devront faire ce que le président Trump a toujours demandé. Qu'allez-vous nous donner en retour? Qu'allez-vous nous payer? Et tout cela rend le marché américain de moins en moins attractif pour les autres pays. Ils peuvent se dire: bon, maintenant que Trump a augmenté ses droits de douane contre nous, nous devons payer pour avoir accès au marché américain. Le fait est que le marché américain croît beaucoup plus lentement que les marchés asiatiques, et l'avantage n'est pas si grand. Et si nous devons promettre de transférer nos investissements vers les États-Unis, comme le Japon a promis 650 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, c'est une concession faite à l'Amérique pour qu'elle ne l'étrangle pas avec de nouveaux droits de douane, comme elle l'a étranglé avant la Seconde Guerre mondiale en lui coupant le pétrole. Tous ces moyens de pression sont déjà en place. Donc, pour le reste du monde, c'est comme si les États-Unis étaient devenus leur adversaire, bien plus que l'Iran.
Et pourtant il reste là, à attendre en quelque sorte que quelqu'un cède. Et ce quelqu'un, c'est eux. Somebody to give up, and that somebody looks at a point like the United States, because when prices go up. Prenons le cas des États-Unis, parce que quand les prix augmentent ici, les États-Unis sont l'économie la plus lourdement endettée au monde. Alors quand Bessin dit, eh bien, l'Iran va faire faillite, il ne peut pas tenir longtemps sans recevoir d'argent, ça s'appelle de la projection. Si l'Iran était les États-Unis, il ferait faillite. Mais ce ne sont pas les États-Unis. Il peut tenir plus longtemps et s'en sortir plus longtemps que les États-Unis ne le peuvent. Et les autres pays subissent des dommages collatéraux dans tout ça. Et concernant les pipelines dont parle Besson, on peut acheminer du pétrole par pipeline. On ne peut pas acheminer du gaz naturel liquéfié par pipeline. Or, le Golfe Persique fournit environ un tiers du gaz naturel liquéfié mondial. Les pipelines ne résoudront pas ce problème. On ne peut pas faire passer du gaz naturel liquéfié dans des pipelines. On ne peut pas non plus y faire passer toutes sortes d'autres choses. Et ces pipelines devraient probablement être construits en surface, compte tenu du déplacement des sables du désert. Il n'est tout simplement pas réaliste de croire qu'il existe une solution simple, par pipeline, et que plus personne n'aura besoin du commerce maritime. Toute cette idée est un fantasme, et des ingénieurs l'ont souligné. Et il semble qu'il n'y ait absolument aucune réaction, parce qu'il faut affronter le fait qu'il n'y a pas de solution à cela, sauf que les États-Unis s'en aillent et laissent l'Iran obtenir ce qu'il a toujours voulu, les conditions du protocole d'accord, jusqu'à ce que les États-Unis s'en aillent et cessent d'interférer. Nous sommes sur la voie d'une dépression et d'un effondrement financier en Occident. Et je n'arrive pas à croire que cela ne va pas amener d'autres pays à se dire « Nous devons créer un nouveau système de commerce international, d'investissement et de paiement, pour tenir compte du fait que certains gouvernements enregistrent des excédents de balance des paiements, tandis que d'autres ont des déficits. » Nous revenons très loin en arrière, au débat qui a eu lieu en 1944 entre Keynes, qui défendait la Grande-Bretagne et disait qu'elle allait être un pays endetté, avec un déficit. Les États-Unis, eux, allaient être un pays en excédent de paiement, parce qu'ils représentaient plus de la moitié du PIB mondial et détenaient les 3/4 de l'or monétaire mondial. On ne peut pas simplement laisser l'économie se polariser. Lui, il avait élaboré une sorte de banque internationale qui s'occuperait uniquement des créanciers et des débiteurs, des dettes entre gouvernements. Je crois que vous aviez mentionné, avant que nous commencions NIMA, est-ce qu'il peut y avoir une banque des BRICS? Eh bien, personne n'a vraiment discuté de ce que serait une banque des BRICS. Mais je ne pense pas que qui que ce soit discute des questions que Keynes soulevait, des questions vraiment importantes, dès 1944-1945. Donc le monde n'est pas préparé. Nous entrons, selon moi, dans une période d'anarchie. Et les gens n'y pensent même pas, parce que cela leur paraît impensable, compte tenu des outils limités dont ils disposent pour traiter cela comme des variables.